Vous êtes sur les ailes du Québec. Attachez vos ceintures. On décolle! Mesdames et messieurs, bonjour, mon nom est André Allard et je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode des Ailes du Québec. Le sujet de la semaine, c'est Airbus, Qatar Airways et les différents commerciaux entre entreprises dans l'aéronautique, ou en fait, sont de façon générale. Mais avant de plonger dans le sujet du jour, le rappel du jour qui est de cliquer j'aime, de vous abonner, pardon, à la chaîne YouTube si ce n'est déjà fait. Pour ceux et celles qui l'ont déjà fait, je vous dis merci beaucoup. Également, si vous aimez cet épisode, vous cliquez j'aime. Je vous rappelle que quand vous cliquez j'aime, ça nous aide avec les algorithmes de référencement de YouTube. Ça fait monter le référencement de l'épisode. Et allons-y avec le sujet du jour qui est Airbus Qatar Airways parce que cette semaine, c'est pas mal le sujet qui a retenu l'attention dans l'industrie aéronautique parce que il y a un différend entre Qatar Airways et Airbus au sujet de la peinture sur les A350. En gros, l'histoire, pour ceux qui ne le savent pas déjà, c'est que la peinture a tendance à s'écailler sur certains appareils A350, pas tous. C'est des clients en particulier, Qatar Airways étant celui probablement qui a le plus de problèmes, mais il y a également Finnair, Air France, Air France, pardon, Lufthansa, il y a et aussi Delta Airlines qui ont des problèmes avec la peinture. Donc au total, 6 compagnies aériennes qui ont des problèmes avec la peinture de l'A350. Évidemment, ce qu'il y a de particulier dans le cas de Qatar Airways, c'est que ça semble particulièrement sévère comme problème de peinture sur les cas qu'on a vus. Qatar Airways a publié cette semaine des vidéos et des images de l'écaillement de la peinture sur certains appareils. D'ailleurs, je vais vous mettre des liens dans les notes de l'épisode si vous voulez aller voir. Si vous n'avez pas déjà vu ces vidéos-là, vous pouvez toujours aller voir. C'est assez impressionnant au niveau visuel. Maintenant, ce qu'il y a de particulier un peu dans le cas de Qatar Airways, c'est qu'on dit qu'il y a une question de sécurité. D'ailleurs, l'été dernier, l'autorité de l'aviation civile du Qatar a interdit de vol un certain nombre d'A350 de Qatar Airways en disant qu'il y a un problème de sécurité. Ce qui est invoqué au niveau de la sécurité, c'est qu'une fois que la peinture est écaillée, bien, elle expose le fuselage en fibre de carbone. Et comme on sait, le fibre de carbone est un matériel très sensible aux rayons ultraviolets. Il doit être protégé. Donc, on dit que ça cause une détérioration accélérée de la fibre de carbone. Donc, c'est un enjeu de sécurité du côté du Qatar. Mais partout ailleurs dans le monde, en particulier l'ISA, donc l'Agence européenne de certification aéronautique, elle a examiné le dossier et a dit non, il n'y a pas de jeu de sécurité. Écoutez, de façon générale, on le sait que quand un fuselage en fibre de carbone est fabriqué et expédié à la ligne d'assemblage finale, on met normalement un revêtement par-dessus, on applique un revêtement anti-UV parce que justement, si pour une raison ou une autre, le fuselage est exposé à la lumière du jour dans le transport, dans les différents entrées et sorties, ça peut être un problème. Donc, pour éviter ça, on applique normalement une couche. Je ne sais pas si dans le cas spécifique de l'A350, c'est fait, mais je sais que normalement, c'est fait. De son côté, Airbus allègue qu'elle a identifié la solution et des problèmes, et le problème et la cause et les problèmes. Et là, j'ai lu toutes sortes de commentaires en disant, parce que ce qui cause le problème, en fait, de l'écaillement, ce qui causerait le problème de l'écaillement, c'est que, comme les fuselages en fibre de carbone ne sont pas conducteurs d'électricité,
et que c'est important de pouvoir avoir un fuselage conducteur d'électricité parce que quand un éclair frappe l'avion, on veut que l'électricité voyage librement dans l'avion pour ressortir à un autre endroit. Autrement dit, l'air, l'air est conducteur, frappe l'avion, l'électricité voyage dans le fuselage et ressort, l'énergie ressort dans l'air un peu plus loin. C'est l'objectif. Donc, avec les fuselages en fibre de carbone, c'est pas possible parce que le fibre de carbone n'est pas conducteur. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on applique un fin treillis métallique conducteur par-dessus le fuselage afin justement qu'il puisse conduire l'électricité. Dans ce cas-ci, ce qui semble se produire, c'est que il y a un problème entre la dilatation thermique du fibre de carbone qui est très faible et du treillis métallique qui est élevé. Comme soulignait un lecteur à un moment donné, normalement, les ingénieurs auraient dû prévoir ça. Oui, c'est vrai, les ingénieurs auraient dû prévoir ça. Mais possiblement aussi que le problème n'est peut-être pas tellement dans la dilatation comme dans la capacité de la peinture à s'adapter à cette dilatation. Enfin, écoutez, il faut faire attention là, quand on n'a pas les détails techniques du problème. Il faut faire attention d'en identifier les causes et les solutions. Évidemment, en aéronautique, quand on identifie un problème puis qu'on trouve une solution, il faut toujours prendre le temps de valider la solution afin de s'assurer qu'elle n'empire pas le problème, mais qu'elle le règle. Donc, normalement, des fois, ça peut prendre jusqu'à 2 ans avant de trouver de mettre en application une solution. Dans ce cas-ci, c'est 2016 les premiers problèmes qui ont été rapportés par Finnair. Donc, ça fait quand même 6 ans maintenant que Airbus est au courant, ou près de 6 ans, là, que Airbus est au courant qu'il y a un problème avec la peinture, au décaillement de la peinture sur l'A350. C'est long. Écoutez, c'est long comme délai. Là. Il y a quelque chose qui me laisse sous-entendre qu'il y a un problème anormal. Cela dit, c'est rien d'extraordinairement grave. Écoutez, c'est des problèmes des problèmes comme on en voit souvent. Et ceux qui connaissent Grégory Blanc là, de l'Aéropod ou le président de Menteur Aéro, on a fait plusieurs vidéos ensemble avec Grégory. Puis Grégory dit toujours, ben, il n'y a rien qui vaut l'entrée en service pour mettre à l'épreuve un avion parce que tu as beau faire tous les essais, toutes les vérifications que tu veux, tant que tu n'as pas mis en service, tu ne sais pas vraiment ce que vaut un avion dans son ensemble. Dans le cas de la peinture en particulier, ben, si on a trouvé une solution, qu'on l'a testé dans un environnement contrôlé, qu'on a simulé des conditions, puis que ça a marché, puis qu'on arrive dans le vrai que ça ne marche plus, ben, visiblement, il y a quelque chose qui se passe. D'ailleurs, c'est 6 clients en particulier qui ont un problème. Ce ne sont pas tous les avions donc, qui souffrent d'écaillement de peinture. Donc, il y a quelque chose de particulier et visiblement, on n'a pas encore identifié la solution pour régler ce problème-là. Et ça va, regardez, c'est ongoing, comme on dit. Là, c'est un processus en marche qui se développe. Visiblement, qu'Airbus va devoir compenser les clients. Ça, écoutez, le problème a beau être esthétique, il y a des frais qui sont engendrés pour les compagnies aériennes en question. Donc, il faut s'attendre à ce qu'Airbus ait à mettre la main dans sa poche. Cela dit, dans le cas de Qatar Airways, on est rendu au niveau judiciaire. Et là, je veux sortir un petit peu du judiciaire pour parler, de l'aéronautique pour justement parler des conflits commerciaux. Parce que c'est fréquent que des entreprises se retrouvent en cours et je constate souvent que les gens perçoivent mal comment et pourquoi ou l'importance ou la signification d'un conflit qui s'en va en cours ou d'un recours au judiciaire. Parce que c'est clair, moi, si je poursuis mon voisin au civil, ben, il y a de grosses chances qu'il ne me parle plus jamais parce que c'est personnel. On est au niveau personnel. C'est d'un individu à l'autre et on le prend personnel. Puis ça dégénère souvent rapidement. Et c'est normal, c'est personnel. Dans le cas des entreprises, ben, le recours au judiciaire, c'est souvent une étape normale dans l'évolution d'un différend commercial. On commence par le client fait une réclamation à son fournisseur, le fournisseur regarde
la réclamation, puis ils proposent des solutions, puis je vais t'aider. Dans le cas, comme dans le cas d'Airbus, ben là, OK, on a un problème, Airbus, OK, on va se pencher sur le problème, on va regarder, on va essayer de trouver des solutions. En attendant, tu peux faire telle chose, puis tu peux... et ça va comme ça. Donc, c'est quand on ne réussit pas à s'entendre entre les clients et le fournisseur, ben là, on finit par aller inscrire par judiciariser le processus, donc d'inscrire une cause devant les tribunaux, parce qu'on n'arrive plus à s'entendre. Et il faut être bien conscient que dans la judiciarisation, par exemple, ou le recours aux tribunaux, c'est un peu inégal un peu partout sur la planète. Aux États-Unis, c'est une mesure fréquente. On fait ça, écoutez, c'est comme les grandes entreprises ont un département du contentieux assez volumineux, puis ils ont beaucoup d'avocats qui travaillent pour eux, puis ils ont toujours des cas, des petites causes ou même de nombreuses causes devant les tribunaux, et souvent ça se règle avant d'aller en jugement. Donc ça, c'est un processus normal. Un exemple bien simple de judiciarisation, pardon, ping ping, qui a mené sur des résultats intéressants. Bombardier Mitsubishi, en 2018, Bombardier a inscrit une cause contre Mitsubishi pour vol de propriété intellectuelle. En début d'année 2019, Bombardier s'est fait littéralement revirer de bord, mais nier sa cause, ou en tout cas a perdu. Mais tout ça a débouché en juin 2019 sur une entente où Bombardier a vendu le programme CRJ à Mitsubishi. Alors ça, c'est la preuve que pour les dirigeants d'entreprise, le fait d'être en cours, ça ne veut pas dire ce n'est pas quelque chose de personnel. Et le président de l'entreprise A qui poursuit l'entreprise B, lorsqu'ils sont en cours, ben, les gens continuent parfois même de se parler et d'avoir des interactions. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de ressentiment nécessairement là-dessus. Parce qu'il faut comprendre aussi que la judiciarisation d'un processus, ce n'est pas sa médiatisation. C'est sûr que quand une grande compagnie inscrit une cause importante contre une autre grande compagnie, ben, les journaux vont relever ça et ça devient public. Mais tant que les dirigeants d'entreprise ne parlent pas du conflit ou ne font pas de déclarations publiques, ce n'est pas la médiatisation de ce conflit-là. Donc, souvent, ben, la justice qui suit son cours, puis le règlement se fait hors cours dans les mois ou les années qui suivent l'inscription en cours. Dans le cas de Qatar Airways, nous sommes évidemment dans un cas de judiciarisation, mais d'une cause qui a été évidemment hautement médiatisée par le président de Qatar Airways, M. Akbar El-Bakr. C'est pas vraiment une surprise que ça soit médiatisé avec M. El-Bakr, parce que c'est un peu sa façon de faire. C'est pas la première fois qu'il est en colère contre un fabricant, c'est pas la dernière probablement, mais il semblerait que ça va prendre un certain temps avant qu'il y ait de nouvelles, que les relations commerciales reviennent entre Airbus et Qatar Airways, parce que c'est particulier. Là, on est rendu loin dans le processus, et là, on est rendu à se pointer du doigt publiquement. Qatar Airways dit que Airbus joue avec la sécurité de ses passagers, de ses avions, et c'est là où je pense que Airbus a décidé de mettre son pied à terre. On a vu cette semaine l'annulation d'une commande de 50 appareils de la famille A320 Neo, des 321 pour être plus précis. Remarquez, c'était déjà une commande pas très solide. C'est une commande qui date de 2012-2013, c'est mon bonne, qui a été reportée à quelques reprises. Là, ça devait être 2023. Et là, Airbus a dit, j'en ai marre, j'annule cette commande-là. Elle a également suspendu la livraison ou l'annulé la commande de 2 A350. Ça, c'était plus discret, mais il y a 2 avions que Qatar Airways devait recevoir dans les derniers mois, que Qatar a refusé de prendre possession parce que le conflit n'était pas réglé entre les deux. Et là, Airbus a décidé, bon, ben c'est correct, maintenant ces avions-là m'appartiennent. Là, on commence à être dans l'escalade sérieuse parce que ces 2 avions-là, Qatar a versé des dépôts dessus. Donc, Airbus a 2 avions à vendre, puis
puis elle pourrait décider de les revendre à des compagnies aériennes ailleurs dans le monde à un prix réduit, puisqu'elle a déjà reçu les dépôts prévus au contrat pour ces deux avions-là. Donc, et s'il fallait qu'Airbus vende ces deux avions-là, là, on serait dans une indication claire qu'on s'en va vers un conflit majeur entre le client et le fabricant. Maintenant, les conséquences de ce conflit-là ne sont pas les mêmes. Et quand il y a ce genre de procès-là en cours, ça dépend toujours qui est le fournisseur, qui est le client. Parce que si on dit que, si aux Nations Unies, on dit que tous les êtres humains sont égaux en droit, je peux vous dire qu'en droit commercial, ou pas en droit commercial, mais dans le commerce, c'est pas tous les clients qui sont égaux en droit. Il y a toujours des clients plus importants auxquels on tient plus que d'autres. Il faut considérer ici les effets pour le dommage. Il faut toujours considérer la quantité de procès ou de causes litigieuses d'une entreprise. Il y a des entreprises qui ont plus souvent recours aux tribunaux que d'autres. Et comme je le mentionnais, il y a des régions où c'est plus fréquent que d'autres. Mais ici, on est vraiment dans deux entreprises. Il y a une des deux entreprises qui est moins habituée. L'autre, les coups de gueule d'Albacar font en sorte que lui, il a la réputation d'être quelqu'un de très litigieux, ou en tout cas de très dur à négocier. Et c'est évident que M. Baccar exige une importante compensation d'Airbus. Et c'est sur le fond du conflit, il a débuté là. Le conflit a débuté à partir du moment où M. Baccar voulait obtenir plus que ce que Airbus lui offrait en compensation, parce que visiblement, les autres clients d'Airbus, eux, n'ont pas de problème, ils sont pas sur le point, en tout cas, les autres clients n'ont pas menacé d'avoir recours aux tribunaux pour régler le problème. Donc, visiblement, on est devant un cas spécifique. Quel est le dommage pour Airbus? Écoutez, Airbus est quand même une entreprise qui a près d'une dizaine de millions d'avions livrés, des centaines de clients. Là, on a un problème avec un client et à l'opposé, ce client-là est connu dans l'industrie pour être un client à problème. Donc, c'est plus Qatar Airways qui a à perdre, surtout que au mois de novembre, à partir de la mi-novembre l'an prochain, c'est la Coupe mondiale de la FIFA au Qatar. Qatar Airways a besoin de tous ces avions à ce moment-là pour transporter les touristes. Donc, elle risque, s'il ne règle pas son conflit avec Airbus, d'être en manque de capacité. Ce qui va arriver, c'est qu'ils vont ajouter, bien sûr, ce manque de capacité ou cette perte de revenus-là au litige avec Airbus, mais je doute fort que ça se règle ou que ça soit favorable à Qatar de continuer comme ça, tant et aussi longtemps que le Qatar est le seul État à interdire de vol des A350 à cause du problème de peinture en évoquant les problèmes de sécurité, la cause de Qatar Airways est difficile. Difficile de justifier et il y a une question de réputation. Si la FAA et l'ISA, eux autres, décident que c'est pas un problème de sécurité puis que l'agence réglementaire du Qatar dise oui, bonne chance devant les tribunaux, même si c'est à Londres, donc un tribunal plus indépendant, entre guillemets, même si c'est à Londres, il y a une grosse côte à remonter pour Qatar pour régler ce problème-là. Mais on est vraiment ici devant un cas extrême, là. C'est rare qu'on va aussi loin puis qu'on commence à s'injurier ou en tout cas à se pointer du doigt comme ça en public parce qu'Airbus soutient que finalement l'interdiction de vol au Qatar, c'est parce que comme Qatar Airways est une société d'État, elle a eu de l'influence sur l'organisme réglementaire du Qatar pour l'aider dans sa cause, pour l'aider dans sa cause et obtenir plus d'Airbus. Donc, on voit qu'on commence à être loin. Je pense que ce qui a mis le feu aux poudres, ce qui a vraiment tanné Airbus, qui a décidé Airbus à aller en procès puis de se débarrasser du client, c'est la question de sécurité. Écoutez, chez Airbus, on ne badine pas avec la sécurité aérienne et surtout en matière de déclaration publique, on est toujours très prudent chez Airbus. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est que depuis l'éclatement de la crise du MAX en mars 2019, tout le monde chez Airbus s'est fermé la trappe. Personne n'a commenté la situation chez Boeing parce que tout le monde chez Airbus sait très bien qu'en matière de sécurité, t'es jamais gagnant quand tu critiques ou que tu pointes quelqu'un d'autre parce qu'il faut que toi-même tu sois au-dessus
de tout et n'était jamais à l'abri d'un accident. Donc, Qatar pointe du doigt Airbus en ce moment pour la sécurité aérienne, mais si la semaine prochaine, il y a un 787 de Qatar Airways qui s'écrase, ben c'est Qatar Airways qui est dans le trouble parce qu'elle a invoqué des raisons de sécurité, puis il va falloir qu'elle prouve qu'elle aussi a des standards de sécurité plus élevés. Alors, tu gagnes jamais avec la question de la sécurité, de pointer ça publiquement. C'est quelque chose qu'il faut éviter, d'ailleurs, d'utiliser publiquement. Et je pense que c'est là où Airbus a fait « OK, c'est assez, c'est fini, on s'en débarrasse. » Écoutez, s'il y a une chose que j'ai appris en couvrant l'industrie aéronautique, c'est qu'il ne faut jamais dire « jamais ». Cependant, dans le cas qui nous concerne, c'est peu probable, je dirais, qu'on en vienne à une résolution hors cours, ou pas, un règlement à l'amiable, pardon, entre les deux parties. On semble vraiment rendu loin dans le conflit. C'est rare qu'on voit une chose aller aussi loin. C'est Al-Bakr. J'ai pas d'autre explication à donner. Alors, ceci étant dit, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes rendu à la fin de la vidéo, c'est forcément parce que vous l'avez aimé, donc vous cliquez j'aime. Et sinon, ben moi je vous dis à la semaine prochaine.